réveil de l'info, c'est Atlantic Radio. Alors, les décodeurs à 8h20 sur Atlantic Radio. Bonjour messieurs, comment allez-vous? Les deux décodeurs du jour, c'est Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université Hassan II de Casablanca. Bonjour. Bonjour. Frédéric, bonjour. Et c'est, écoutez, c'est la première fois que je vous reçois, donc merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et puis Jamal Belarache, président directeur général de Déo Conseil. De la maison de la diaspora marocaine, beaucoup de choses, podcasteur maintenant. Oui. Très lifestyle, je trouve de magnifiques décorations dans ce podcast. Et on va parler, on va aborder deux sujets aujourd'hui. On va commencer par le PLF, si vous voulez bien. Un budget 2026 annoncé comme résolument tourné vers l'investissement humain, la justice sociale, l'éducation, la formation, l'emploi et la réduction des disparités territoriales, mais dans un contexte où la jeunesse, la génération Z manifeste ses attentes et ses frustrations, ce budget est-il réellement à la hauteur? Alors attention, même si c'est en ce moment un budget qui est discuté, etc., mais je voulais qu'on fasse un petit point là-dessus. Est-ce qu'à votre avis, ce PLF est vraiment tourné vers la justice sociale? Qui est-ce qui commence à répondre? Saïd Youssef. Merci. Le projet de loi de finances 2026 vient dans un contexte un peu particulier. Parce que pour comprendre la philosophie de ce projet, il faut le mettre dans un contexte. Déjà, dans un contexte de challenge pour le Maroc. D'un point de vue politique, il y a quelques jours, il faut le mettre quand même, c'est la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ce territoire. C'est la réussite internationale du Maroc au niveau onusien. Mais aussi, derrière, il y a un contexte économique et un contexte politique. D'ailleurs, au mois d'octobre, c'est un mois un peu plein de défis. Ça me rappelle un peu le mouvement des jeunes, Gen Z, qui ont demandé, qui ont fait des revendications d'un point de vue social, pour la santé, pour l'enseignement. Et il y a immédiatement le projet de loi de finances qui a été élaboré par le gouvernement. Donc c'est une loi. Vous croyez que le PLF 2026 c'est une réponse finalement à ce qui s'est passé? Non, oui, c'est une intégration. On a intégré le volet social. Vous pensez qu'on a intégré plus de volets sociaux? Donnons deux chiffres. Pour répondre aux demandes des jeunes. Oui, aux demandes politiques. Parce qu'aujourd'hui, en termes d'investissement, c'est 140 milliards de dirhams d'investissement. Dans le secteur social. Non, c'est vrai que si on prend 380 milliards. C'est beaucoup. Et 380 milliards de dirhams en termes d'infrastructure. Et il y a une orientation beaucoup plus sociale. Donc il y a une réponse. Et je juge que c'est tout à fait normal. Lorsque sur la scène politique il y a des demandes, il y a l'exécutif qui doit répondre. Et ce projet de loi de finances, il me semble qu'il est équilibré, surtout qu'il vient dans un cadre d'un discours royal qui dit non à un Maroc à double vitesse. Donc moi, je songe que ce projet est un projet structurant, mais maintenant, essayons de voir dans les faits, lorsqu'on va l'exécuter, arriverons-nous vraiment aux objectifs stratégiques de ce projet? Avons-nous vraiment les compétences qui peuvent mettre en exergue et mettre en lumière des résultats pour sa réalisation? C'est 2026 qui va apporter des réponses. Jamal Belarache. À la question, est-ce que la couleur de ce budget est sociale? La réponse est résolument oui, puisque le professeur vient de l'indiquer, un certain nombre de chiffres, et en particulier sur le secteur de l'éducation et de la santé, 140 milliards, c'est du jamais vu. Et donc je pense qu'il était important de donner un signal fort. Il est clair que les orientations chiffrées ont tenu compte, en tout cas des derniers mouvements de la part de la jeunesse. Ça c'est une chose, c'est une certitude. Il y a aussi la consolidation entre guillemets de l'idée des régions, de leur donner un rôle beaucoup plus équilibré, parce que je pense qu'il y a il y a des inégalités qui sont là, évidentes. Le Maroc à deux vitesses, si Sa Majesté en a parlé, c'est pas pour rien. C'est qu'il l'a mesuré, et qu'aujourd'hui il a aussi donné quelques orientations claires sur le sujet. Mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis très longtemps. Oui, mais là, on parle de santé, en termes d'éducation, on parle des territoires et on parle du manque, par exemple, de systèmes de santé dans certaines régions. Ça fait des années.
Moi, ça fait 27 ans que je suis au Maroc, voilà. et ça fait 27 ans que j'entends parler de ces sujets-là. Voilà. Sauf que là, il y a un momentum Maroc qui n'est pas celui d'hier. Le Maroc vit un moment très particulier dans son histoire, au-delà de l'événement important qu'on a vécu la semaine dernière sur la reconnaissance de notre Sahara par la résolution 2797. Je pense que le mouvement de la jeunesse a donné un signal fort, le monde a changé, la révolution numérique, et en même temps, les attentes sociales sont fortes. Dans ce budget, il y a aussi la consolidation des aides directes qui ont été proposées d'entre 50 et 100 dirhams. Il y a la consolidation de l'indemnité de perte d'emploi qui est là également. Donc il y a un certain nombre de sujets où on voit une lecture où c'est effectivement la dimension sociale qui va prendre le pas en 2026. Comme disait le professeur, maintenant, il va falloir surveiller l'exécution de cette loi de finances, la vitesse d'exécution, parce que les gens ne sont plus en capacité d'attendre. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier un autre élément démographique, qui est que le Maroc, aujourd'hui, il y a plus de 40% de la population qui a moins de 35 ans. Donc le côté un petit peu impatient, aujourd'hui, va s'exacerber davantage. Ça, c'est très intéressant ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notamment ces jeunes-là, ils ont changé. C'est-à-dire que la pression, maintenant, elle est peut-être plus ressentie par les membres du gouvernement, par les politiques, par ceux qui sont en train de discuter cette loi de finances, quoi. C'est pas seulement que la pression, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de personnalité, c'est un changement. On n'est pas de la même façon marocain quand on est jeune maintenant en 2025, c'est ça? Ouais. Par cette transition numérique, l'apparition de la technologie, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle. C'est pas TikTok qui a changé la jeunesse quand même. Ah oui, il y a plus aujourd'hui d'échanges. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'on lance une idée, on peut la partager en quelques secondes. C'est révolutionnaire, ça n'a rien à voir avec il y a 10 ans, il y a 20 ans. On envoyait des lettres, nous. Hein. Tout à fait. Et bien donc, lorsqu'on parle de ce changement, qui est un changement radical, ça impacte la scène politique. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est quel message, parce qu'aujourd'hui, il y a la loi de finances, mais grande question, comment intégrer ces jeunes dans la décision? Comment intégrer leurs doléances? Comment assurer le suivi? Parce que c'est vrai, les mouvements tels qu'ils sont là, et c'est une sorte de baromètre de la scène politique au Maroc. Mais comment intercepter, comment exécuter, comment intégrer, ça c'est un grand chantier qu'il faut lancer. Et le chantier aujourd'hui, il est au niveau des partis politiques. Parce que au niveau de l'aide décisionnelle, au niveau du suivi, et c'est là voilà le véritable plan Marshall qu'il faut mettre en place pour 2026. On va s'arrêter, vous allez pouvoir prendre un café, la pub et les infos. Le projet de loi de finances 2026 est-il en phase avec ses cibles? Pas sa cible, mais ses cibles, et avec les attentes des Marocains? On essaye de répondre à cette question aujourd'hui. On a commencé tout à l'heure à parler évidemment de la jeunesse. Je disais que la jeunesse avait changé. Elle a vraiment changé cette fois-ci. Hein. Parce qu'on s'était posé la question avec le 20 février, bien évidemment, il y a quelques années. Mais j'ai l'impression que c'était pas la même jeunesse, quoi. Écoutez, ce qu'il faut mettre ça dans un contexte plus global, si je peux me permettre, c'est-à-dire que le monde... Et attention, je parle pas, je vais vous laisser parler, oui. Jamel Bellarage qui est avec nous et Saïd Youssef aujourd'hui. Je suis pas en train de parler de ceux qu'on a vus à la télé, hein. De ceux qu'on voit à la télé, mais moi il m'arrive de parler avec des livreurs Glovo, avec des gens de mon quartier, et je sens bien qu'il y a des autres attentes, il y a une autre façon de parler, quoi. Non seulement il y a une autre façon de parler, mais il y a également une autre façon de penser. Oui. C'est pour ça qu'il faut contextualiser ça. Je pense que ce serait, comment vous dire, enfoncer des portes ouvertes que de dire que le monde a changé depuis quelque temps, qu'on est rentré dans une nouvelle ère, et que le Covid n'a fait qu'accélérer de nouveaux comportements. Il faut rappeler quand même que la crise sanitaire a bloqué plus de la moitié de l'humanité dans sa maison ou de son appartement, et dès lors, les nouvelles générations qui étaient déjà relativement en nombre important, aujourd'hui pensent autrement. On le voit d'ailleurs même dans le monde de l'entreprise. Les générations Z sont difficilement manageables de la même manière que les Y ou les X ont été gérés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que structurellement, notre pays, dans sa population, avec son dividende démographique qui est très avantageux, doit tenir compte de cette nouvelle donne.
Et cette nouvelle donne, ce n'est pas un élément passager. C'est pour ça que je pense que la surprise qu'ont eu les politiques, c'est de ne pas avoir vu ça venir, puisqu'ils étaient dans un modèle plutôt ancien, dans un paradigme, je dirais, assez classique de faire de la politique, et non pas de mettre en place, on va dire, des indicateurs d'écoute pour comprendre cette nouvelle société et cette nouvelle génération. Donc aujourd'hui, je pense que il faut être content de ce qui s'est passé, dans le sens où il y a eu une espèce de réveil, avec des revendications qui ne sont pas non plus des revendications qu'on ne connaissait pas, hein, l'éducation et la santé en particulier, ou la corruption. Et je pense que c'est pour ça qu'il est important de souligner que Sa Majesté, à travers cette loi de finances et le gouvernement, ont donné des réponses, mais pas toutes les réponses, parce que entre guillemets, le meilleur devrait être à venir. Et le meilleur, c'est comment on intègre ces populations dans la décision, comment on intègre ces populations dans l'entreprise, dans le management. Et il ne faut pas oublier deux choses. La première, c'est que c'est la première qui est touchée par l'inactivité, par le chômage. On rappelle les fameux chiffres d'Enit, c'est plus d'1 700 000 de 15-24 ans, c'est 200 000 jeunes diplômés tous les ans par an, et c'est 400 000 décrocheurs scolaires. C'est un stock qui est important, qui itère tous les ans. Et notre économie ne crée même pas, dans les bonnes années, elle ne crée même pas 100 000 emplois. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a lieu de régler cette problématique de l'activité elle-même, pour que cette jeunesse se sente, on va dire, appartenir à la nation. Et je pense que c'est ça l'enjeu. On a reçu des chiffres du HCP ce matin sur le 3e trimestre 2025. Pour les jeunes âgés de 15 à 24 ans, 38,4% taux de chômage. Oui, parce qu'on peut mettre en avant, dire voilà, au niveau national, au milieu urbain, on est passé de 17 à 16,3, moins 0,7 points, etc. Mais bon, il y a des chiffres quand même qui font peur, hein, 38,4%. Et d'ailleurs, voilà. Saïd Youssef. Oui, pour rebondir, c'est vrai, la réalité économique, il est ce qu'elle est. Pendant toute 2024, pendant encore 2025, on avait des taux de chômage qui se rapprochent de 13%. Donc c'est une donnée. Ça veut dire que vous avez une bonne partie de la population qui ne trouve pas d'emploi, qui n'ont pas de revenus. Et donc vous savez que lorsqu'on n'a pas de revenus, ça signifie beaucoup de choses. Et encore, une bonne partie de ces chômeurs sont essentiellement des jeunes, et beaucoup plus des femmes, et beaucoup plus de jeunes diplômés. Donc il y a une réalité économique derrière. En plus de cet élément, nous avons affaire à une jeunesse hyper connectée. Vous savez que les jeunes aujourd'hui sont des jeunes internationalisés, c'est-à-dire qu'un jeune aujourd'hui à Casablanca, il peut voir ce qui se passe partout dans le monde. Et un jeune dans une région, n'importe quelle région du Maroc, il peut voir ce qui se passe partout. Et donc, on a affaire à un changement dans l'écosystème global. Mais moi je dirais, c'est vrai, la loi de finances 2026 apporte des réponses économiques, des investissements. Est-ce qu'elle apporte des réponses concrètes à la crise de l'emploi justement Oui, moi je dirais que lorsqu'on va engager des investissements dans le secteur public qui fera les 380 milliards de dirhams, dans la santé et des secteurs sociaux 140 milliards, c'est un investissement intéressant. Moi je dirais, j'ai toujours ce problème, avons-nous les moyens de piloter l'exécution et la réalisation de tous ces projets, et quel impact sur l'emploi, quel impact sur... N'oublions pas que lorsqu'on met une loi de finances, il y a derrière des personnes qui vont l'exécuter sur le terrain. Et donc, allons au-delà, voyons un peu, surtout qu'on est devant deux grands challenges. Dans quelques semaines, on va organiser la CAN 2025 et 2030, c'est le grand chantier, la Coupe du Monde. L'autonomie, le plan onusien, l'intégration définitive du Sahara marocain au territoire national, ce sont des chantiers qui nécessitent, je dirais, des hommes et des femmes capables de gérer ça. Parce que on peut avoir des infrastructures. Il va y avoir des opportunités incroyables. Oui. Voilà, on est un pays d'opportunités. Il faut donc que ça se concrétise. C'est pas seulement une loi de finances qu'il faut faire, c'est ensuite l'appliquer, et il faut qu'on prenne le relais. Jamel Belrach. Écoutez, moi j'ai toujours un problème, ou plutôt une réflexion de fond sur la question de l'emploi. C'est qu'on n'a jamais eu une vision systémique de l'emploi au Maroc. Jamais. Nonobstant la volonté des dirigeants qui sont passés à ce poste, je pense que l'emploi, d'abord, c'est pas un coup de baguette magique, et c'est pas parce qu'on a
prévu un investissement de 400 milliards que ça va régler le problème, puisque c'est du long terme. Le problème du chômage que nous vivons aujourd'hui, d'abord, c'est un problème, il y a un problème d'éducation, il y a un problème d'employabilité, il y a un problème de compétences, il y a un problème économique, parce que la croissance marocaine, il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire, elle n'a jamais dépassé 3% en moyenne, donc elle ne peut pas créer des millions d'emplois. Je rappelle le chiffre, il faut vraiment rester basique. 1 700 000 NEET, 400 000 décrocheurs scolaires, 200 000 jeunes diplômés tous les ans. Ça, c'est un stock qu'on traîne avec nous depuis des années. Donc ça veut dire que si l'économie en face ne crée que 100 000 emplois, dans les meilleures années, on n'a pas réglé le problème. Donc l'emploi aujourd'hui devient un enjeu de sécurité nationale. Et donc je pense qu'il faut le traiter sur le moyen et sur le long terme, avec d'abord, est-ce qu'on donne la respiration nécessaire aux entreprises pour qu'elles puissent investir et se développer? Ça, c'est le premier enjeu. Notamment les PME. Ça, c'est le premier enjeu, oui. Là aussi, ça fait des années qu'on dit, oui, la PME, c'est 98% du tissu économique. Très bien, mais qu'est-ce qu'on fait pour lui donner de la respiration? On dit souvent, pourtant. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour lui donner de la respiration, pour qu'elle puisse investir, et notamment les mettre à disposition du personnel compétent et bien formé? Or, aujourd'hui, il est vrai qu'on vit un momentum exceptionnel, mais on ne peut pas simplement passer notre temps à dire qu'on vit un momentum exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, même ce momentum va souffrir des problématiques d'emploi et de compétences. Il y a beaucoup d'opérateurs déjà aujourd'hui qui n'arrivent pas à trouver les bonnes personnes, etc., et qui parfois sont obligés d'aller chercher des compétences à l'étranger. Donc aujourd'hui, la problématique de l'emploi, elle doit être adressée de manière systémique et avec une nouvelle vision et avec de nouveaux outils. Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'on ne doit pas profiter de cette euphorie-là et de ces opportunités? Il y a la Coupe du Monde 2030, il y a les provinces du Sud, il y a tout ce qu'on est en train de mettre en place au niveau des infrastructures pour réinventer la politique de l'emploi au Maroc, quoi. Moi, je pense, c'est professeur peut-être, mais après je répondrai, mais... La politique de l'emploi, vous savez que lorsque vous avez une panne économique, M. Belharch l'a bien expliqué, on ne peut pas continuer à asphyxier le secteur économique, parce que n'oublions pas aujourd'hui que les entreprises souffrent. Et le véritable créateur de richesse, c'est le tissu économique. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour dynamiser l'entreprise? N'oubliez pas qu'au Maroc, il y a une pression fiscale, il y a l'accès à la commande publique n'est pas facile. Donc, il y a un ensemble, il faut libéraliser. N'oublions pas une donne importante, c'est que les 2/3 de l'économie, 30% presque de l'économie nationale, aujourd'hui, c'est le secteur informel. 70% c'est le secteur informel. Parce que c'est simple. Lorsqu'on asphyxie le secteur formel, il y a une fuite vers le secteur informel avec toutes les conséquences. Donc, on est en train de créer un emploi précaire. Mais c'est ce qu'on disait depuis des années. Mais ça fait... moi, j'ai l'impression que ça fait 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait 20 ans que je parle de l'informel à la radio. C'est quand même dingue. Et on a essayé plein de choses. Il y a des politiques qui n'arrêtent pas de dire il faut des passerelles entre l'informel et le traditionnel, etc. Mais ça marche pas. Il faut qu'il y ait une volonté. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, l'informel a 70%. Parce qu'on parle beaucoup de sanctions, en fait. Voilà, non, c'est pas facile. Un problème économique, on le gère par des dispositions économiques. Jamal? Je pense qu'il y a un terme qui n'a pas encore été utilisé, c'est le terme de confiance. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut instaurer une véritable confiance entre les opérateurs et les institutions. Au Maroc, de mon observation, les opérateurs ont toujours été perçus comme le problème alors qu'ils sont la solution. Puisque c'est eux qui créent la richesse. Oui, bien sûr. Je pense que le Maroc où l'État crée l'emploi est terminé. C'est plus l'État. L'État est là pour réguler et créer de bonnes conditions. Maintenant, le tissu économique, il y a aussi à boire et à manger dans le tissu économique. Il y a ceux qui sont sérieux et qui travaillent et qui ont besoin d'être libérés de leur chaîne fiscale, réglementaire, etc. Et puis il y a ceux qui ne font pas le job, qui ne payent pas leurs impôts, qui ne déclarent pas leurs salariés. Et là aussi, il faut régler le problème. Et en même temps, on se cache derrière le fait justement que ces gens-là, ils créent de l'emploi informel et donc ça donne aussi une forme de respiration. Donc c'est pour ça que... C'est pas faux. C'est pas faux. Mais moi aujourd'hui, je prône depuis des années qu'il est temps, et je pense qu'à l'aune des orientations de Sa Majesté récentes, il est temps aujourd'hui d'avoir une vraie et sérieuse conférence sociale et de mettre tout ça sur la table pour sortir avec un nouveau contrat social. C'est important. Si on ne travaille pas sur un nouveau contrat social, et je rappelle à cet égard,
que depuis 2009, Sa Majesté avait déjà, dans son discours, demandé aux acteurs de travailler sur un nouveau contrat social qui créerait toutes les conditions nouvelles pour qu'on ait une économie un peu plus dynamique et un peu plus rapide, un peu plus, véloce, et en même temps qu'on crée de l'emploi qui corresponde aux nouvelles données du marché mondial, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine du numérique, dans le domaine des énergies renouvelables, etc. Je pense qu'on n'a pas encore tenu compte de cette transformation du monde et donc de l'économie nationale a fortiori, même si aujourd'hui on voit bien que le Maroc a pris quelques couloirs innovants aujourd'hui. Et donc ces couloirs, ils ont besoin de compétences, on ne les a pas. On ne les a pas, contrairement à ce qu'on raconte, on n'a pas assez compétents. Et c'est maintenant qu'il faut commencer à produire ces compétences avec le partenariat public-privé, université, école, etc. On vient de comprendre que la formation, par exemple, c'était important. Bon, ça fait, là aussi, on pouvait benchmarker sur plein de pays qui ont mis en place des systèmes qui donnent des résultats. Bon, ça arrive maintenant. Je crois que la pression là, des manifs ont bien marché sur la formation. Maintenant, moi sur la formation, puisqu'elle est aussi là-dedans, on a le ministre qui dit de façon très, je dirais presque paternaliste, il faut prévoir de l'argent pour que ces gens qu'on va former puissent venir dans l'entreprise, puissent manger à midi, etc. Mais franchement, est-ce que vous pensez que tout ça, ça va être réalisé? Monsieur Frédéric, on a parfois tendance à on a parfois tendance à dire qu'on peut tout résoudre par l'argent. On ne peut pas tout résoudre par des enveloppes budgétaires. On résout les problèmes par des approches managérielles avec une dose d'innovation. Si on est incapable d'innover, si on est incapable de descendre sur le terrain, on ne va pas gérer les régions. D'ailleurs, l'esprit de la Constitution, c'est la régionalisation avancée. On ne gère pas à partir de son bureau à Rabat. Il faut aller sur le terrain, il faut entendre les besoins des opérateurs. Les opérateurs sont tout d'abord les entreprises, sont tout d'abord les institutions locales, ce sont les associations locales. Et ça, pour le gérer, il faut vraiment innover. À mon sens, aujourd'hui, pour 2026, avec les challenges qui attendent le Maroc, il nous faut une nouvelle approche, avec une dose managérielle nouvelle, capable de réussir, surtout les grands. Parce qu'aujourd'hui, on va injecter 380. Je vais vous dire une chose. Il y a aujourd'hui, on parle de ce qu'on appelle l'efficacité budgétaire. Nous, au Maroc, pour réaliser un taux de croissance supplémentaire de 1%, il faut investir 10% du PIB. Alors que dans d'autres pays, dans le point de vue agrégat, ils investissent 3%. Donc, il faut se poser une question. 2, on investit dans de l'infrastructure, on doit comprendre, oui, l'infrastructure c'est une condition sine qua non, mais elle n'est pas suffisante. Il faut construire des hommes. Et des hommes, pour les construire, il faut avoir des personnes qui les gèrent. J'ai dit aujourd'hui, le grand débat de 2026, c'est l'avenir des partis politiques. Sont-ils capables de gérer ces challenges? Aujourd'hui, dans les partis politiques, malheureusement, je ne généralise pas, il y a un problème. Il n'y a pas beaucoup de militants, c'est une réalité. Ce sont des partis politiques, chaque fois, sauf quelques-uns, je dirais, je ne généralise pas, mais il y a un problème. Aujourd'hui, le grand débat, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau des partis politiques pour les moderniser, pour les intégrer dans la gestion de l'affaire publique? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir? D'ailleurs, les Gen Z parlent de corruption, parlent d'assainissement, et donc il faut répondre aussi à ce sujet. Oui, c'est une chaîne, ça. C'est-à-dire si on a des partis politiques qui fonctionnent mieux, qui intègrent des militants plus jeunes, qui les permettent de monter dans l'appareil, on aura ensuite des parlementaires qui seront plus jeunes, qui seront plus à même de discuter des sujets importants pour la société. Écoutez, 30 secondes. 30 secondes. Je vous connais. Non, mais moi je pense que cette question-là est beaucoup plus complexe, parce qu'on parle au Maroc, on a trop tendance à tomber sur les effets de mode. Moi, le jeunisme n'est pas un critère d'efficacité ou de compétence, il faut que ce soit bien clair. Ouais, le jeunisme, pour nous, ça va jusqu'à 40 ans. Voilà, non, mais même justement, ce qui compte, c'est la compétence, c'est la capacité justement à être un transformateur ou un transformateur et avoir le sens de l'intérêt général. La politique, c'est d'abord ça. La politique, c'est d'abord avoir le sens de l'intérêt général. La pub, l'info, et on se retrouve après pour la suite des décodeurs.
9h07, bienvenue dans les décodeurs. Si vous n'étiez pas là, vous avez vraiment raté quelque chose si vous n'étiez pas là pour le début de l'émission, mais ça continue jusqu'à 9h30 tout à l'heure. À 9h20, il y aura les débats express. Pour l'instant, on va passer au deuxième sujet qui est vraiment dans la droite lignée de ce qu'on vient de dire pendant une demi-heure. Après la victoire diplomatique du Maroc à l'ONU, une question se pose: que peut changer concrètement ce succès pour la société marocaine, au-delà de la reconnaissance internationale? Cette décision du Conseil de sécurité qui implique un long travail gagnant et le leadership de la diplomatie marocaine peut-elle se traduire par un nouveau souffle intérieur, par plus de confiance, par exemple envers le politique, l'État, plus de cohésion, plus d'ambition? Bref, est-ce qu'une victoire diplomatique peut devenir un moteur social et économique pour tout un pays? On a vraiment envie que ça se passe comme ça. Saïd Youssef, professeur d'économie, est avec nous, et Jamal Belarache, président directeur général de, je ne sais même plus d'ailleurs, de Haut Conseil, de la Maison de la Diaspora marocaine, je dois en oublier une demi-douzaine. Voilà. Voilà la décision 2797, ouais. Au-delà d'être une décision qui reconnaît un droit du Maroc dans son territoire, on a résisté parce qu'on croyait énormément à nos droits et à l'intégrité de notre territoire, et le Maroc a mené un combat pendant une cinquantaine d'années, diplomatique, militaire, économique, social, etc. Le message fort qu'il faut retenir de cette grande réalisation, c'est que lorsqu'on travaille, l'objectif se réalise. Il est derrière une volonté royale. Il est derrière une volonté royale. Il y a presque toujours une volonté royale. Tout à l'heure, on parlait de sujets sociaux, etc. Je veux dire, cette volonté royale, elle est là. Ouais. Bon. Oui. Il y a cette volonté royale qui a permis de réaliser cette réalisation historique. Maintenant, il y a avant, il y a après. Il y a avant, ça c'est clair, mais après, c'est cette réussite au niveau politique, c'est ces investissements qu'on va commencer à drainer dans la région, c'est cet espace de démocratie qu'on va créer dans le cadre, bien sûr, de la politique constitutionnelle de Maroc, la vision constitutionnelle qui est la régionalisation avancée, ce message fort, fraternel, adressé à nos voisins algériens, dire attention, ne rentrons pas. Et d'ailleurs, le souverain est clair. Il ne parle pas de réussite, il ne parle pas de victoire, parce que on veut une discussion avec notre voisinage. Parce qu'on sait bien que le Maroc, sans l'Union maghrébine, ça sera toujours une panne économique quelque part. Moi, je dirais aujourd'hui qu'on est en phase d'un grand chantier, d'un point de vue politique, d'un point de vue économique, d'un point de vue social, qu'il faut investir et il faut saisir les opportunités pour réussir tous nos défis. Moi, à ce sujet, on doit rappeler un peu, il y a quelques années, la vision de 2023, la vision atlantique du Maroc. Maintenant, on va accélérer la réalisation de l'intégration des pays du Sahel vers l'Atlantique. Aujourd'hui, le passage Guergueret, qui va devenir une véritable porte de l'Afrique vers le monde. Mais l'autre passage, le passe Amgala, qui est presque achevé, qui va assurer le passage vers le Mali, le Burkina, etc. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on est en phase d'un grand chantier, certes politique, économique et social, mais comme nous l'avons dit dans le premier sujet, il nous faut des hommes capables de tirer profit de ce challenge. Exactement. Alors, Jamal Belarache, moi j'ai été très intéressé par un papier que j'ai découvert chez un de nos confrères sites d'infos en ligne il y a quelques jours, il y a 2 jours je crois, et c'est vous avez écrit un édito, on va dire, sur ce qui s'est passé vendredi. Et moi, c'est le côté leçon de leadership qui m'a intéressé. Je me suis dit, voilà, c'est ça en fait, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, il faut dire aux gens que c'est une je peux pas dire le mot, mais leçon de leadership. Oui, je pense que c'est une leçon magistrale de leadership qu'on a vécue, qui date depuis 50 ans, qui a commencé d'abord par, il faut rendre hommage à Sa Majesté Hassan II, avec une vision. La vision d'abord de dire, je vais récupérer de nos territoires ce qui nous appartient.
Cette vision a été partagée avec l'ensemble du peuple et en particulier avec 350 000 personnes qui ont marché pacifiquement pour récupérer ce qui nous appartenait. Et puis derrière ça, il y a aussi, toujours dans le cadre de la vision partagée qui a été faite, il y a la vision de transmettre. Il a transmis à Sa Majesté Mohamed VI aujourd'hui, qui a continué le travail avec une vision qui a abouti à aujourd'hui. Comment elle a abouti? D'abord parce que autour de lui, il a monté une véritable équipe, celle qui est visible, celle qui ne l'est pas, pour arriver au résultat. Il est parti pour convaincre un ensemble de pays, et puis surtout, Sa Majesté a aussi initié des projets pour y arriver. Le retour en Afrique, en particulier, le soft power marocain aujourd'hui, les accords économiques avec les uns et avec les autres. Donc, c'est-à-dire que c'est une stratégie construite en base d'une vision. L'idée de souveraineté du Maroc. Oui, mais juste ça, cette idée qui était, c'est un jeu d'échecs. Hein. On l'a vu avec le Covid, on l'a vu avec le tremblement de terre, par exemple. On est capable de le faire. Justement. Et on voit là, avec toute la diplomatie concernant... Justement, je pense que le Maroc, pendant 50 ans, s'est construit une légitimité, une souveraineté dans tous les domaines, même si effectivement on n'a ni gaz ni pétrole, on a réussi à le faire. Et je pense que ça nous a amené à un momentum Maroc qui a fait du Maroc avec une image à l'international qui est juste exceptionnelle. Et je pense que cette crédibilité, cette légitimité, plus la proposition d'autonomie qui a été proposée par le Maroc depuis 2007, elle est devenue totalement crédible et claire à la tête des gens, puisqu'à un moment donné, le paradigme de notre diplomatie a aussi changé en disant voilà, vous êtes avec nous, vous êtes contre nous. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comment on fait ensemble? Donc cette leçon de leadership, c'est vraiment aussi pour dire aux entreprises et aux dirigeants, si vous n'avez pas une vision, si vous ne la partagez pas, si vous n'avez pas d'équipe autour de vous, si vous ne savez pas transmettre, vous n'y arriverez pas. Et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette tribune avec cet angle-là qui me semble plus qu'important. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, moi, je crois que l'étape d'après, je ne suis pas dans la tête, bien évidemment, de Sa Majesté, mais je pense qu'ils ont déjà préparé le Maroc de demain. Parce que je pense que, comme l'a très bien dit Sa Majesté, il y a un avant et un après. Moi, je pense que le Maroc du 21e siècle ne ressemblera pas du tout au Maroc d'aujourd'hui, grâce à cette dynamique nouvelle qu'on va connaître, aussi bien pour les provinces du Sud, mais aussi pour, entre guillemets, le Maroc de l'intérieur, parce que là, ça va changer beaucoup de choses. Alors, j'ai une question à poser maintenant. Vous allez peut-être me prendre pour un fou, mais comment on fait pour transformer cette fierté, ce patriotisme, toute cette énergie qu'on sent là chez les gens, hein, on l'a vu, alors on le voit régulièrement avec le foot, avec beaucoup de choses, là on l'a vu, et puis on va le sentir avec l'anniversaire de la Marche Verte. Comment on fait pour transformer cette fierté en confiance collective? Oui, les questions centrales, problématiques, il y a les ingrédients pour une réussite collective. C'est clair, le message est clair. Après 50 ans, 5 décennies de combat, de rivalité, de jalousie de notre voisinage, on réussit, tout en essayant de garder espoir dans l'avenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour capitaliser sur ces acquis? Les acteurs ici, c'est le rôle des acteurs, je dirais. Les acteurs doivent jouer leur rôle. Ça, c'est très important. Ici, c'est les responsables locaux, c'est le gouvernement, les institutions, les partis politiques. C'est l'affaire de tous les Marocains, je dirais. Et ici, les ingrédients sont là dans le sens où il faut s'engager à long terme. Parce que la vision futuriste de Sa Majesté est là. Maintenant, on doit l'exécuter. On doit la mettre en œuvre. N'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des stratégies qui sont lancées. Et si on les réalise correctement, nous serons un vrai pays émergent, qui est d'ailleurs l'objectif du Maroc. Et l'objectif aujourd'hui qu'on doit viser, c'est grâce à ce dynamisme, créer des hommes et des femmes capables de gérer l'avenir. Et augmenter notre taux de croissance. C'est très important. Aujourd'hui, avec un taux de croissance de 2-3%, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut viser 4-5% pour créer plus d'emplois, créer plus d'espoir et créer plus de richesse à tous les Marocains. Et Sa Majesté l'a bien dit. La loi de finances l'a bien expliqué. Non à un Maroc à deux vitesses. Un Maroc à deux vitesses, pas uniquement économiquement, mais politiquement, socialement
et à tous les niveaux. Et d'autant qu'il y a souvent un Maroc même à 3 vitesses si on va dans les régions. Et M. Harch l'avait dit, si vous permettez, il parlait attention au jeunisme qui n'a aucune raison. Jeunisme pour les compétents. Le genre avec la compétence. Oui, on en parlait tout à l'heure. On doit faire attention à ça. Merci. Cette idée de confiance collective. Moi d'abord, je pense qu'il faut bien serrer les choses, si vous permettez. Je pense qu'il y a une confiance déjà aujourd'hui qui est relativement claire et nette vis-à-vis de la monarchie et qui a conduit le pays là où il l'a conduit jusqu'à maintenant. D'abord sur les 50 ans, mais aussi sur le nouveau règne, dans le sens où le Maroc s'est quand même transformé. Maintenant, il y a les fondamentaux. Éducation, santé, etc., qui restent des vrais sujets. Et il me semble que pour installer cette confiance, il faut adresser le projet du nouveau contrat social basé sur cette nouvelle démographie, sur cette nouvelle sociologie, avec cette jeunesse. Parce que le moteur de ce pays, c'est sa jeunesse. D'accord ? Quand on a un dividende démographique comme celui du Maroc, si on n'en profite pas, comme dirait l'autre, c'est haram. Et or, aujourd'hui, je pense que recouvrer la confiance avec la jeunesse, c'est lui donner du sens, comme dans une entreprise. Pourquoi exister? Pourquoi faire les choses? Et je pense qu'aujourd'hui, ce nouveau projet Maroc, à l'aune de la résolution 2797, c'est quelque chose qui va être clé dans la mise en œuvre de cette confiance. Maintenant, s'agissant des institutions, il est clair que recouvrer la confiance avec les partis politiques, c'est pas du jour au lendemain. Mais en même temps, on a besoin de partis politiques. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils se réinventent sur leur corpus idéologique et qu'ils ne soient pas uniquement un corpus. Ça, c'est pas gagné. Hein. Non, c'est pas gagné. Pas seulement au Maroc. Hein. Non, mais aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est mon pays. Le reste ailleurs, je m'en fous parce que aujourd'hui, le populisme est tel que dans le monde entier, mais nous, on a la chance d'être une monarchie. 12 siècles, c'est pas rien. Cette marocanité, cette confiance, elle est là, elle est dans l'ADN des gens. Que vous soyez diaspora ou que vous soyez à l'intérieur, cette marocanité, elle est là et je pense que personne ne peut comprendre pourquoi les Marocains sont attachés à leur pays, à leur monarchie. Et c'est ça qui fait la force des Marocains. Ils sont peut-être un peu moins attachés à leur parti politique. Non, mais ils ne sont pas du tout. Vous le voyez bien sur les statistiques. Sur les statistiques, elles sont claires. Ils ne sont pas du tout attachés à leur parti politique parce qu'ils ne leur donnent aucun crédit. Mais en même temps, on a besoin. C'est dommage parce qu'il y a certains partis politiques qui font partie de l'histoire de ce pays quand même. Oui, mais encore une fois, Franck, aujourd'hui, il faut être clair, on a besoin de corps intermédiaires, on a besoin de partis politiques, on a besoin de syndicats, on a besoin de société civile. Maintenant, c'est de quel type de parti politique, de quel type de syndicat, de quel type de société civile. D'où la nécessité de réinventer un nouveau contrat social qui explique ce projet du 21e siècle dont on a besoin pour un Maroc qui va être différent de toute façon. Eh ben, on en reparlera puisqu'il est 9h20. Vous écoutez les décodeurs d'Atlantic Matin. Les débats express. Alors, 9h20 pile, Yacine. Les débats express, ça nous permet d'évoquer, de parler d'autres sujets. Alors, on va commencer avec... Alors, je ne vais pas citer son nom, et je vous demande de ne pas le citer non plus. Hein. Par un chef de groupe parlementaire, président de commune, on ne va pas donner le parti, etc., qui a interrompu violemment dimanche, on a pu découvrir ça en ligne, sur un site d'information en ligne, sur plusieurs sites d'ailleurs, qui a interrompu violemment dimanche une conférence sur la lutte anticorruption dans sa commune. Bon, il est arrivé avec des gros bras, on voit sur les images, il a pris le micro, ils ont viré les tables, enfin voilà, ils ont demandé à ce que la réunion s'arrête, donc ça donne quand même une image un peu bizarre du politique. Est-ce que cette politique doit changer de logiciel? Justement, on en parlait, pour restaurer la confiance et... On ne va pas reparler de corruption ou peut-être de ceux qui sont en procédure et qui sont tout de même parlementaires, mais ça existe. Oui, lorsqu'on parle de partis politiques, on ne parle pas uniquement du Parlement, de la Chambre des conseillers, on parle aussi de la gestion des communes, des affaires locales, ça c'est clair. Tout à fait. Et vous avez ici, lorsque vous avez, aujourd'hui, il n'y a pas uniquement cet incident, mais il y a plusieurs incidents dans des réunions des communes, on discute violemment, on impose son point de vue. Ça veut dire qu'il y a un problème de gouvernance politique. On n'a pas encore atteint la maturité suffisante pour comprendre que la politique est là pour servir l'intérêt général et non pas pour servir l'intérêt personnel et l'intérêt familial. Ça, c'est très important. Si on n'a pas encore saisi
ce message, ça veut dire qu'on n'a rien fait depuis l'indépendance. Et deux, on n'a pas encore atteint le niveau de dire attention, pour faire de la politique, il faut être un militant, il ne faut pas être forcément un arriviste ou un opportuniste. On doit trancher. Et aujourd'hui, ce que vous avez évoqué, c'est un cas. Il y a des journalistes qui arrivent, ils s'expriment sur un sujet. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de réponse, et vous avez le droit d'organiser peut-être une deuxième conférence à la preuve de dire non, il n'y a pas de corruption dans telle ou telle zone. Ça veut dire qu'il y a un véritable, je l'ai dit à l'instant, un véritable plan Marshall politique qu'il faut faire aujourd'hui au niveau des syndicats, au niveau des partis politiques, mais qui va au niveau faire associatif. Ça qui peut faire ça Qui peut faire ça? Déjà le ministère de l'Intérieur, qui va jouer son rôle de contrôle. Deux, les partis politiques et les syndicats profitent du budget de l'État parce qu'ils sont subventionnés, donc il faut contrôler ça. Et il faut encourager les nouvelles initiatives de création de partis politiques. Il faut encourager la création. Et d'ailleurs, on avait vu des moments de création de partis politiques. Et il me semble qu'en 2026, avant le prochain challenge, il faut donner l'occasion à certaines initiatives et les encourager même, parce qu'il faut qu'il y ait une alternative. Aussi bien en créant d'autres espaces politiques de débat, mais aussi en refermant les structures actuelles avec une dose de liberté, de démocratie, et avec une annulation des comportements qui nuisent à la scène politique nationale. Oui, rappelons en plus qu'au Maroc, vous le savez tous, mais on a un système de gouvernement de coalition. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qui sont open, on peut le dire. Ouais, bien sûr. Jamel Belarache, sur ce sujet. Écoutez, sur ce sujet que je ne connais pas, et très sincèrement, je n'avais pas écho de ça, mais tout ce que je peux vous dire... On peut tomber sur les images. Non, ce que je peux vous dire simplement, c'est que moi j'ai une vision très précise de la politique. La politique, c'est d'abord avoir le sens de l'État et le sens de l'intérêt général. Et donc aujourd'hui, force est de constater que le personnel politique questionne beaucoup. De ce que j'ai compris, c'est que le ministre de l'Intérieur est en train de travailler sur des textes pour bien organiser et réguler les prochaines élections, et notamment le profil qui vont être choisis. Vous avez posé une question, mais qui doit faire quoi ? Bien sûr que le ministère de l'Intérieur, lui, organise et cadre, mais le vrai responsable, les vrais responsables sont les partis politiques qui doivent apprendre à bien choisir leurs équipes. Vous voulez dire qu'il faut laver son linge sale en famille ? Ils doivent faire leur boulot pour présenter un personnel politique qui redonne confiance, qui redonne du sens et qui redonne l'envie de faire de la politique, et donc, comme le disait le professeur, de militer. Un parti sans militant n'est pas un parti, ça devient une officine. C'est un débat express, donc on va aller vite. On reviendra sur ce sujet, si vous le voulez, dans une autre émission. Je voulais terminer avec peut-être le futur maire de New York, parce qu'il est bien placé dans les sondages. C'est Zoran Mamdani, émigré de 34 ans, d'origine indienne, né en Ouganda, ayant grandi en Afrique du Sud, ex-rappeur, pas très bon rappeur, mais progressiste, le cauchemar de Donald Trump, qui dit que c'est un fou communiste. C'est musulman. Je ne l'ai pas dit. C'est incroyable le profil. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'était pas un sujet qui vous passionne. New York, la grosse pomme. C'est un peu la réussite américaine aussi. C'est le melting pot américain qui est là dans cette élection qui est présent. Moi d'abord, tout ce que n'aime pas Donald Trump. Au-delà de M. Trump, aujourd'hui, sans vouloir faire d'ingérence dans ce qui se passe aux États-Unis et à New York en particulier, moi je pense que ce qu'il faut d'abord voir, c'est la belle photo, c'est-à-dire l'American Dream, le rêve américain. Ça continue, voilà. Mais ça continue tout le temps. Mais ça c'est important. Vous voyez, on parlait tout à l'heure comment on redonne confiance à la jeunesse, c'est est-ce que je peux réussir nonobstant mon milieu social, mes origines, etc. L'Amérique le prouve encore une fois. Après, le profil, l'idéologie de la personne est un autre sujet, parce qu'aujourd'hui, partir de 1% des sondages pour être à 4 à 10% en position de gagner une élection, il n'y a qu'aux États-Unis qu'on peut faire des trucs pareils, parce que la communication, parce que le positionnement aussi. New York, tout le monde pense à New York, Manhattan, mais New York, c'est pas que Manhattan. D'accord. Oui, New York, c'est pas que Manhattan. Oui, c'est un îlot. Absolument. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie de vous être exprimé sur ces multiples sujets aujourd'hui. Ça a été un plaisir, messieurs. Saïd Youssef, professeur d'économie à l'université SM2, et Jamel Belarache, PDG de Déo Conseil et podcasteur.
Merci. Magnifique podcast. Merci. Merci à vous. 9h27, vous écoutez les décodeurs, vous écoutiez les décodeurs et on est ensemble jusqu'à 10h. Atlantique Matin, 7h-10h.